Imaginez un peu, naître dans un palais, être l'héritier d'un empire qui a traversé les millénaires. C'était la vie, ou du moins la promesse de vie, pour les enfants de l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié. Et c'est une histoire qui commence vraiment comme un conte de fées, mais qui va basculer dans la plus sombre des tragédies. Le pouvoir, la richesse et les titres ne garantissent pas le bonheur. C'est fou à quel point cette phrase résume tout, n'est-ce pas? Parce que, au-delà de la grande histoire et de la politique, ce qu'on va explorer ici, c'est vraiment le destin d'une famille, une saga humaine où, finalement, la grandeur d'un nom n'a été qu'une bien faible protection contre les pires épreuves. Alors, la fierté du lion de Juda. On va se plonger dans la vie de ses héritiers, au cœur d'un empire vieux de 3000 ans. Il faut bien comprendre, être l'enfant du Négus, le roi des rois, ce n'était pas rien. Ça voulait dire grandir au sein de l'une des plus vieilles monarchies du monde. Une dynastie qui, d'après la légende, remontait carrément au roi Salomon. Alors la pression, le poids de l'histoire sur les épaules de ses enfants, on peut à peine l'imaginer. Alors, qui sont ces héritiers d'un trône si ancien? On a d'abord la princesse Tenagnework, l'aînée, très influente. Ensuite, bien sûr, le prince héritier Asfaw-Wossen, qui deviendra Ama-Sélassié. Il y a aussi la princesse Tsehai, la modernisatrice, le prince Makonnen, qu'on disait être le favori, et enfin le plus jeune, le prince Saleh Sélassié. Voilà, l'empereur et l'impératrice ont eu 6 enfants qui ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Et pour chacun d'eux, le chemin semblait tout tracé. Mais comme on va le voir, ce chemin a été brutalement dynamité. Pour vraiment comprendre cette famille, il faut s'arrêter sur le cas de la princesse Tsehai. Elle était la favorite de son père et pourtant elle a choisi une voie différente. Elle est partie à Londres, elle a suivi une formation d'infirmière pédiatrique parce que son rêve c'était de moderniser la santé en Éthiopie. Elle ne voulait aucun privilège, juste servir. Et alors que son projet commençait à peine à prendre forme, elle meurt en couche, à 23 ans. Une perte absolument terrible qui a, paraît-il, anéanti l'empereur. Section suivante, les fissures sur le trône. Parce que, malheureusement, la mort de Tsarhaïn n'était qu'un avant-goût des malheurs à venir. Dans les années qui suivent, cet empire qui semblait éternel, eh bien, il commence à se fissurer, de partout. Et ces fissures vont s'agrandir jusqu'à la rupture totale. Et voilà la décennie du déclin. Regardez comment tout s'enchaîne. En 1960, un premier choc, une tentative de coup d'État par la garde impériale. On y reviendra. 12 ans plus tard, en 72, un drame personnel qui devient politique, le prince héritier est victime d'un AVC gravissime. L'année suivante, en 73, une catastrophe humanitaire, la famine dans la province de Wollo, jusqu'à 200 000 morts, et le pouvoir est accusé d'avoir voulu étouffer l'affaire. Et en 74, la révolution éclate. On voit bien que ce ne sont pas des incidents isolés, non, ce sont toutes les pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, dessinent l'effondrement à venir. Justement, revenons un instant sur ce coup d'État de 1960. C'est un moment clé. Pendant que l'empereur est à l'étranger, les putschistes forcent le prince héritier, Asfaw-Wossen, à lire une proclamation à la radio, le nommant nouveau souverain. Il a agi sous la contrainte, c'est clair, mais son père, Haïlé Sélassié, ne lui pardonnera jamais vraiment. À partir de ce jour, la confiance est rompue. Et cette méfiance au cœur même de la famille impériale a été une faille béante qui a fragilisé tout le régime de l'intérieur. Et ça nous amène à la suite, la longue ombre de la Révolution. C'est la fin d'une monarchie de 3000 ans. On entre maintenant dans l'acte final de cette tragédie, le moment où tout bascule, où un coup d'État militaire ne va pas juste renverser un homme, mais balayer une institution plusieurs fois millénaire. Le 12 septembre 1974, voilà la date, c'est le jour où tout s'arrête. Le jour où Haïlé Sélassié, le lion de Juda, est emmené de son palais par de simples soldats. Son règne de 44 ans prend fin. Pour l'Éthiopie, et même pour le monde, c'est bien plus que la chute d'un roi. C'est la fin de toute une époque. Et qui prend le pouvoir? Un groupe qui se fait appeler le DERG. C'est quoi le DERG? C'est une junte militaire d'inspiration marxiste-léniniste dirigée par des officiers de rang inférieur. Ils promettent le changement, mais en réalité, ils vont diriger le pays d'une main de fer. Pour la famille impériale, c'est le début d'un véritable cauchemar. Alors là, le DERG tente un coup de poker politique assez malin. Ils savent que le prince héritier, Asfaw-Wossen, est en Suisse pour se soigner. Il le proclame roi, attention, pas empereur, à la place de son père. C'était une manière pour eux de se donner une légitimité. Mais le prince ne tombe pas dans le panneau. Pas du tout, il refuse net. Depuis l'étranger, il dénonce le coup d'État, il condamne les massacres et il affirme qu'il reste prince héritier. En clair, il refuse de trahir son père. On passe à la partie la plus sombre. Prison, exil et tragédie. Le sort de la famille sous le DERG.
Parce que ce refus du prince, cet acte de loyauté, va avoir des conséquences terribles pour ceux qui sont restés en Éthiopie. C'est à ce moment-là que le derg va montrer son vrai visage, un visage d'une cruauté implacable. Le tableau qui s'affiche est terrible. L'empereur lui-même, Haïlé Sélassié, meurt en détention 1 an plus tard, en 1975. On a toujours suspecté qu'il avait été assassiné. Le prince héritier, qui deviendra Amaï Sélassié, mourra en exil sans jamais revoir sa terre. Sa sœur, la princesse Tenagnework, passera 15 ans en prison. Et la cruauté va jusqu'à la génération suivante. La princesse Ijigayehu, une petite fille de l'empereur, mourra en prison. C'est une véritable extermination, symbolique et physique. Et justement, arrêtons-nous sur le cas de la princesse Ijigayehu. C'est la fille aînée du prince héritier, celui qui était en exil. Elle était restée au pays. Enfermée, elle tombe malade et on la laisse mourir. À 41 ans, faute de soins médicaux de base. Sa mort est le symbole même de la cruauté du régime. Une mort totalement évitable, infligée à une famille, juste pour ce qu'elle représentait. Pendant ce temps, quel est le destin de l'héritier Asfaw-Wossen? C'est celui d'une couronne en exil. D'abord, il refuse le titre de roi du Derg et reste à Londres comme prince héritier. Pendant ce temps, pendant près de 15 ans, sa famille croupit en prison en Éthiopie. Ce n'est qu'en 1989, après leur libération, qu'il accepte enfin d'être proclamé empereur Haïlé Sélassié Ier par la diaspora. Un empereur sans empire. Il finira sa vie en Virginie, aux États-Unis, en 1997, handicapé par son AVC, sans jamais avoir revu son pays. Alors, après tout ça, que reste-t-il? C'est la question de cet héritage sans couronne. Qu'est-ce qu'il reste de cette lignée impériale aujourd'hui? Et, question encore plus complexe, quel regard l'Éthiopie moderne porte-t-elle sur son dernier empereur? Eh bien, la lignée n'est pas éteinte. Aujourd'hui, le chef de la maison impériale, c'est le prince Zera Yacob. C'est le petit-fils de Haïlé Sélassié, le fils de l'empereur en exil. Et il vit en Éthiopie. Mais attention, son rôle est purement symbolique. L'Éthiopie est une république. Le trône n'est plus qu'un souvenir, le symbole d'un passé qui ne reviendra pas. Et c'est là qu'on touche à toute la complexité de l'héritage de Haïlé Sélassié. C'est un personnage à deux visages. D'un côté, on a le modernisateur. C'est lui qui a donné à l'Éthiopie sa première constitution, qui a développé l'éducation, qui a fait du pays un acteur majeur sur la scène internationale. Mais de l'autre côté, il y a l'autocrate. Un souverain à pouvoir absolu qu'on a accusé de favoriser l'ethnie Amhara et surtout d'avoir fermé les yeux sur la terrible famine de 1973. Progrès et répression, grandeur et aveuglement, tout ça à la fois. Au final, ça nous laisse avec cette question. Comment est-ce que l'histoire peut juger une dynastie comme celle-ci, marquée à la fois par d'immenses progrès et par une tragédie si profonde? L'histoire de cette famille, c'est le miroir des contradictions de tout un règne. Une volonté de moderniser le pays, mais qui s'est terminée dans un bain de sang. Et c'est peut-être la preuve la plus tragique que naître dans un palais, avec tous les privilèges du monde, ça n'offre absolument aucune garantie contre les pires tourments du destin.